bonjour tout le monde. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo. On va démarrer l'année avec une vidéo scientifique, enfin, on espère, sur le Big Bang. Je vous avais promis une vidéo sur le Big Bang et une vidéo sur la relativité. Je vais les faire là, je vais les enchaîner, coup sur coup. Je vais m'aider de certaines notes. Alors le but c'est pas de vous expliquer ce qu'est le Big Bang. Tout le monde peut aller sur internet et lire. Non, le but c'est de faire des liens. Et là on va voir qu'il y a beaucoup de liens à faire entre science, religion, métaphysique. Alors, pour commencer, on va commencer avec une phrase de Francis Bacon. Peu de science éloigne de Dieu, beaucoup l'en rapproche. Vous verrez à la fin la propos de cette phrase. Le Big Bang, le Big Bang déjà ça parle d'univers, la grande scène. On avait vu, enfin mes anciennes vidéos quand on était effacées, on avait vu l'infiniment petit, là on voit l'infiniment grand. L'univers observable. Parce qu'il y a de l'univers qu'on ne peut pas encore observer, parce que sa lumière ne nous est pas encore parvenue. Donc on ne sait pas grand chose. On va voir d'ailleurs que même l'univers observable, il y a une frontière, le fond diffus cosmologique. Alors c'est la grande scène. Pendant longtemps on a considéré l'univers comme un contenant, simple sac. Et en fait, depuis la relativité, je vous en parlerai en seconde partie, depuis la relativité, excusez, j'ai envie d'éternuer. Je couperai pas. Depuis la relativité, en 1915, on a découvert que l'univers était aussi un objet physique, qu'il avait une histoire. Un objet physique au même titre qu'une étoile, qu'une galaxie, qu'une planète. Qu'un éternuement. Non, je rigole. Et partant de là, la relativité a permis d'établir progressivement, je vais y arriver, d'établir progressivement, vous m'excuserez, donc ce modèle, qui a mis quand même le temps. Ouais. La relativité a permis d'établir progressivement ce modèle, qui a mis le temps à être reconnu, parce qu'on l'a reconnu que dans les années 60, avec la découverte d'une des nombreuses preuves, c'est que j'ai la fenêtre ouverte, d'une des nombreuses preuves qu'on aura par la suite, celle du fond diffus cosmologique. Je vous en parlerai tout à l'heure, vous verrez que c'est assez important. Alors, on va y arriver, vous m'excuserez. Donc contrairement à ce qu'on pense, le Big Bang c'est pas une explosion. Il y a plein d'idées reçues. Alors je vois des simplés à Frisette qui font des vidéos sur la matière noire, des trucs comme ça. Je me dis non, il faut quand même que je fasse une vidéo pour rectifier le tir. Notamment rectifier un truc en science, c'est que l'important c'est les sources. Tu l'as lu où, tu l'as entendu où, à quel moment. Il faut savoir qu'il n'y a pas longtemps, en science c'était il y a 30 ans. Par exemple la matière noire, c'était il y a peu. On commençait à se poser des questions dans les années 30 et on a commencé vraiment à en parler dans les années 70-80. C'est il y a peu à l'échelle de la science. Pareil, où est-ce que tu l'as entendu? À la télé, un magazine grand public, un magazine pseudo-scientifique, un vrai magazine scientifique, une vraie publication. Et ça compte. Et sur le Big Bang, il y a beaucoup de conneries qui sont dites, même sur certains reportages YouTube. Donc c'est un modèle. C'est un modèle en fait cosmologique qui décrit l'univers depuis une phase initiale, il y a à peu près 14 milliards d'années-lumière. On verra tout à l'heure que l'année-lumière est une unité de distance et de temps. Une année-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière qui va à 300 000 km à la seconde dans le vide, donc en une année. Et ça sert aussi de temps, puisque de toute manière, on verra avec la relativité que l'espace et le temps sont liés et que avec l'univers apparaît le temps. Bref, donc c'est un modèle cosmologique qui indique à un moment donné où l'univers était beaucoup plus petit, beaucoup plus dense, beaucoup plus chaud, beaucoup plus... Mais si vous voulez, on ne sait pas, au-delà d'une certaine ère qu'on appelle l'ère de Planck, d'ailleurs dont on ne connaît rien, puisqu'on n'a pas les outils mathématiques pour, il faudrait une théorie de la gravitation quantique, une théorie dite du tout, c'est-à-dire relier la mécanique quantique à la relativité et en faire une seule théorie. À partir de là, on pourrait étudier l'ère de Planck. Et en deçà, on ne sait pas ce qui se passe. Donc on ne sait pas s'il y a un point zéro. On va parler d'un point hypothétique zéro, mais on ne sait pas.
Au-delà d'un certain mur de Planck qui est à 10 puissance moins 43 secondes de ce zéro hypothétique, on ne sait rien, on ne peut rien savoir pour l'instant. Ni sur un plan expérimental, ni sur un plan mathématique. On n'a pas les outils pour. Vous voyez, donc déjà on ne sait pas s'il y a eu explosion, on ne sait rien, on sait rien. On ne sait rien, il y a le mur de Planck, voilà. Ensuite, il faut savoir que c'est pas l'univers a grossi, notamment au moment de l'inflation, mais c'est pas une explosion, c'est un grossissement. Et l'inflation, l'expansion de l'univers s'est faite en tout point de cet univers, qui était petit, certes, mais voilà, c'est une sorte de grossissement d'univers qu'on a eu pendant l'inflation. On verra aussi cette époque qui suit justement l'ère de Planck, qui est très importante, qui a permis de solutionner certains problèmes. Que dire encore? Donc c'est un modèle qui s'est construit dans le temps en incluant des sous-modèles comme l'inflation en 81. Il devient le modèle le plus satisfaisant dans les années 60 et depuis il est confirmé par toutes les observations. L'évolution technologique, les sondes, les radars, tout ce que vous voulez, les radiotélescopes n'ont fait que confirmer la précision de ce modèle. On n'a jamais pu l'infirmer. Donc c'est le modèle qui explique, c'est le modèle standard de la cosmologie, qui explique ce que l'univers, c'est-à-dire une scène particulière, puisque c'est une scène qui est aussi acteur. Une pièce que chaque spectateur verra à sa manière. Chaque spectateur verra une pièce différente de l'autre spectateur. Et là on le verra avec la relativité, on verra pourquoi. L'histoire c'est simple, hein, la relativité 1915 qui permet de décrire l'univers comme un système physique, qui introduit le principe cosmologique comme quoi l'univers est isotrope et homogène, quelle que soit la direction on voit à grande échelle, il est identique, et ça fallait le deviner, puisqu'à l'époque on ne savait même pas s'il y avait des galaxies en dehors de la Voie lactée. Ensuite Friedman qui parle d'un modèle à l'époque beaucoup plus dense, beaucoup plus chaud, et qui est en expansion, un modèle d'univers primitif, qui était petit, dense, chaud. Friedman en parle, d'autres aussi en parlent. Et le modèle en lui-même est proposé par le chanoine Lemaître, un homme d'église. Vous verrez qu'il y a beaucoup de liens avec l'église. 1950, donc c'est le terme Big Bang qui sera utilisé, donc c'est quelqu'un, c'est un scientifique dans une émission pour ridiculiser cette théorie, il utilisera ce terme de Big Bang qui est resté. Et en 1964-65, la découverte du fond diffus cosmologique installe en tout cas le modèle qui depuis est confirmé à chaque fois par les observations, par l'évolution technologique. Voilà, l'inflation en 81, ces différents modèles. Donc le Big Bang n'est pas une explosion en un point dans un espace vide. Cet espace était complètement rempli par la matière chaude et dense, expansée, qui s'expanse en refroidissant. C'est marrant parce que même là, les définitions sont... Ça vous fait penser à quoi, Big Bang? Fiat Lux, et la lumière fut un jet d'énergie. L'expansion, etc., etc. Donc on a, voilà, l'instant zéro, c'est quoi? On a pris les équations de la relativité, on les a remontées dans le temps, et on s'est aperçu qu'on arrivait à un point zéro, un point de dimension infinie, à un point de dimension nulle d'énergie infinie. Et ça, c'est en remontant les équations. C'est une vérité mathématique, mais ce n'est pas une vérité physique, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a au-delà de ce 10 puissance moins 43 secondes, à partir de l'hypothétique point. Vous verrez on verra aussi qu'il y a d'autres hypothèses. D'ailleurs, voilà, il y a le Big Bounce, un univers qui se contracte, qui se rétracte, qui se contracte, non, qui se contracte, qui se dilate, qui se contracte, qui se dilate. Une respiration de Brahma, hein, comme diraient les hindous. Là encore un lien avec la religion hindouiste. On imagine un univers pré-Big Bang aussi. On imagine tout un tas de choses, mais malheureusement on n'a pas encore, c'est seulement des hypothèses parce qu'on n'a pas encore les outils pour aller au-delà de ce fameux mur de Planck dont je vais vous parler à chaque fois parce qu'il est important. Alors, j'ai le soleil dans les yeux, c'est excellent. Et oui, ici on peut laisser la fenêtre ouverte, on a le soleil dans les yeux et il fait chaud. L'hiver, c'est pas comme dans certaines villes. Alors, donc cette ère de Planck, on ne sait pas ce qu'il y a. On sait juste que l'univers faisait 10 puissance moins 35 mètres, qu'il était tout petit, la taille d'un crayon, et que les forces que nous connaissons actuellement, les 4 forces, les 4 interactions, forte, faible, électromagnétique et la gravité, ne faisaient qu'une seule et même force. Donc on imagine une énergie inouïe, mais on ne peut pas aller au-delà de
de ce que nous avons comme outil mathématique, sans arriver à des infinis qui ne veulent plus rien dire. Donc à partir du mur de Planck, alors, je vais mettre deux notes, hein, parce que c'est pas évident non plus. On a ce qu'on appelle de 10 puissance moins 43 secondes. Alors on va faire un petit, pas un compte à rebours, un compte justement à débours, pour détailler cette première seconde, durant laquelle l'univers s'est fait. L'ère de grande unification, donc juste après l'ère de Planck, il y a l'ère de grande unification, on connaît peu de choses, c'est juste qu'elle a duré de 10 puissance moins 43 secondes à 10 puissance moins 36 secondes. Donc l'espace qui se crée, c'est la gravité qui se découpe des autres forces. Alors jusque-là, les quatre forces faisaient une seule et même force, elles interagissaient en même temps. À partir de maintenant, la gravité avec l'espace qui se crée existe indépendamment des autres et commence à agir à longue distance. Donc, celle qu'on appellera la gravité, celle qu'on appellera le doigt de Dieu, c'est important, qui permettra les grandes structures, les étoiles et donc la vie par la suite, devient une force seule et va sculpter l'univers. Le doigt de Dieu, drôle d'analogie. Donc Dieu serait l'univers. Et la gravité, c'est son doigt. On verra que les rappels à Dieu sont importants concernant cette théorie, face au modèle. On a aussi le début de l'entropie, le début du temps, le début de la mort, le début du chaos, le début du désordre. Et cette ère prend fin lorsque l'interaction forte, donc la deuxième force, se découple l'interaction électro-faible qui réunit l'interaction faible et la force électromagnétique. Voilà. Donc à partir de là, on a deux forces qui se sont libérées. L'interaction forte représentant le principe d'individualisation, de cohésion, puisqu'elle lie le noyau uniquement, elle agit à petite distance, mais très très fortement, contrairement à la gravité qui agit à l'infini, à de grandes distances, qui ne peut être écrantée, mais qui agit très faiblement. Donc l'inflation démarre à ce moment-là, lorsque l'inflation forte se découpe de l'inflation électro-faible. Et on rentre dans l'ère électro-faible qui démarre à 10 puissance moins 36 secondes jusqu'à 10 puissance moins 12 secondes. Vous imaginez un petit peu les durées. Tout ça c'est fait en... On n'est même pas au dixième de seconde. Donc ce modèle d'inflation a été présenté par Alan Guth en 81. Il a été amélioré par Alexandri Linde en 82. Et il peut expliquer différentes choses, notamment l'homogénéité et l'isotropie de l'univers, puisque jusque-là on se posait des questions, notamment pourquoi est-ce que des régions très éloignées les unes des autres et qui n'ont jamais pu communiquer depuis que l'univers existe, sont faites de la même matière, sont composées de... Enfin, semblent avoir les mêmes informations, semblent avoir les mêmes informations au départ, semblent avoir communiqué au départ les mêmes informations et se ressembler, donc c'est être homogénéisé. Comment cela se fait? Et bien avec l'inflation, on découvre, enfin avec l'inflation, on peut expliquer cela. En effet, au moment où l'univers était juste un point de crayon, à ce moment-là, il y a eu l'inflation, c'est-à-dire qu'il s'est mis à grossir jusqu'à arriver à la taille du système solaire. Imaginez la taille d'une pointe de crayon, d'un coup, en l'espace de rien, hein, c'est même pas de dixième de seconde, il prend la taille du système solaire. C'est ça l'inflation. Donc ces régions-là étaient côte à côte lorsqu'ils étaient très petits, et l'inflation les a séparés, les a éloignés à des distances telles que même la lumière d'une région n'a pas encore atteint la lumière de l'autre région. Voilà. Donc c'est une explosion d'espace en tout point, parce qu'il existait déjà, même s'il était très petit, l'univers. On a l'impression d'avoir un grossissement. Voilà, l'ère électro-faible, avec l'inflation. Phénomène très important. Vous imaginez métaphysiquement parlant? Cette expansion dilue les particules dans l'univers. Elle l'emplit d'une force. C'est ce qu'on appelle un champ scalaire. Cherchez pas un champ scalaire, c'est un champ où en tout point on peut mettre une valeur. Cherchez pas, c'est un truc mathématique. Mais dites-vous qu'il y a une force, et cette force, lorsqu'elle s'est brisée, et là on est dans le religieux, elle a donné des particules. Donc cet univers s'est étendu soudainement, de manière très vaste, jusqu'à 10 puissance 60 d'ordre, de grossissement. Il n'y avait plus rien, tout était dilué, le peu qu'il y avait était dilué. Et la force qui a fait grossir ça, ce qu'on appelle l'inflaton, s'est brisée, est devenue instable, s'est brisée, et a donné lieu à des particules. L'énergie donne lieu à de la matière. Le divin qui se corrompt et qui tombe.
Ça rappelle aussi les gnostiques, les lumières à récupérer. Ça rappelle la Kabbale, les lumières à récupérer, les lumières de l'œil. Toujours pareil, qui sont brisées, qui sont tombées. Ce qui était dématériel est devenu matériel. C'est important, hein. Métaphysiquement parlant, déjà on a un lien très fort. Hein. Donc on a deux phases. Le préchauffage, c'est lorsque l'inflaton explose et crée des particules. Et le réchauffage, c'est lorsque ces particules commencent à interagir et à réchauffer cet univers qui est vide. Donc voilà, on a le passage de l'énergie à la matière avec l'inflaton. On a ce qu'on appelle la métamorphose des anges qui deviennent humains, chute de lumière, la chute des anges, la chute des lumières. Des liens avec la gnose, des liens avec la religion, des liens avec tout un tas de choses. Donc on a des quarks, on a des électrons, on a des neutrinos et... Je sens quoi là? L'odeur du café. Excusez-moi, je reviens. Et ouais, excusez-moi, un café ça aide toujours, hein. J'espère qu'on me voit bien, qu'on m'entend bien. Donc l'univers, à partir du réchauffage, il est mieux connu. Donc le réchauffage, c'est ces particules nées de l'inflaton, qui était une force, une énergie, qui sont des quarks, des électrons, des neutrinos, qui remplissent l'univers à ce moment-là. L'univers devient un plasma de quarks et de gluons, et un plasma, ça fait penser aux écrans plasma. Vous verrez que ça a son importance. En Kabbale, on appelle l'univers le monde carré. Moi, ça me rappelle un écran. Vous voyez, on peut aussi retrouver des liens avec l'informatique et l'électronique. Pas bien d'électrons. On a la chute des anges aussi avec les photons qui vont être emprisonnés avec la matière pendant 380 000 années. Des liens, on va en trouver tout le long, hein, cette histoire. Poursuivons. On rentre dans l'ère des quarks. L'ère des quarks, c'est 10 puissance moins 12 secondes à 10 puissance moins 6 secondes. Wow, toujours dans la même seconde. Il y a à nouveau, alors, toute l'histoire de l'univers, c'est quoi? C'est un refroidissement. Voilà, c'est une énergie infinie, c'est une chaleur infinie, c'est une température infinie qui s'est refroidie, ça a créé des brisures de symétrie, donc des transitions de phase, et petit à petit, on est arrivé à ce qu'on a, un univers qui, voilà, avec le désordre, l'entropie, de plus en plus chaotique, alors qu'il est parti de rien. On retrouve encore l'idée de l'un qui subdivise et qui est partout. L'univers Dieu, qui est en chaque particule. L'univers Dieu, univers projection de Dieu. Ça peut être un rêve. Bref, poursuivons. Donc toutes les particules fondamentales au moment de l'ère des quarks, donc l'univers c'est un plasma de quarks et de gluons, toutes ces particules acquièrent leur masse par le mécanisme de Higgs, et là c'est formidable. On ne parle pas de poids lié à la gravité, on parle de la masse, de ce qui constitue intrinsèquement quelque chose. Et bien c'est une propriété externe donnée par un boson, une force qu'on appelle le boson de Higgs, qu'on peut assimiler à de la mélasse, si vous voulez une image, qui alourdirait. Sinon les particules, voilà, la masse est une propriété externe, encore une illusion qui tombe. Et là, on a les quatre forces qui sont distinctes. Alors, les quatre forces, moi, ça fait penser aux quatre archanges recteurs. Gabriel, Michael, Uriel, Raphaël. Ça, c'est un rapport à la chrétienté. Je veux pas ces liens par hasard. Hein, c'est quatre forces, quatre directions, quatre archanges recteurs. Et les photons étant les anges. Les anges tombés dans ce monde qui nous permettent de voir ce monde en 3D, ce monde binaire, ce monde luciférien, qui nous permettent de voir, qui permettent d'avoir l'information, de porter l'information, Luxféro, qui permettent de relier, qui permettent la vie aussi. Parce que les photons permettent les mécanismes chimiques qui permettent la vie organique, la nôtre. Donc vous voyez, c'est ça les anges déchus de Lucifer, dans un monde luciférien. Un monde binaire, de 0 ou de 1. Il y a de l'énergie ou il n'y a pas d'énergie. Il est dans cet état ou dans l'autre, hein, le monde du ou, alors que le monde quantique c'est le monde du et là c'est le monde du et ou dont on parle, et dont on va parler aussi dans la deuxième vidéo. Je poursuis, hein, excusez-moi, donc on rentre, alors, hop, 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 je
je vous ai tout dit. On rentre dans l'ère des hadrons. Le hadron, c'est quoi? C'est trois quarks qui se groupent. Ça donne des protons, ça donne des neutrons. Voilà, c'est ça des hadrons. Ça donne ces baryons-là. Les baryons, c'est des hadrons tels que les protons, les neutrons. Vous avez d'autres types de hadrons. Mais c'est toujours par trois quarks. Le quark étant la particule élémentaire, l'une des particules élémentaires. Donc de 10 puissance moins 6 secondes à la première seconde, le plasma quark gluant se refroidit jusqu'à former des hadrons, y compris des baryons comme les protons et les neutrons. Donc une seconde après l'hypothétique zéro, les neutrinos se découplent du reste et on a une première empreinte antérieure du fond diffus cosmologique de l'univers. Alors les neutrinos seraient des anges qui ne seraient pas complètement déchus. Ils se découpent du reste, c'est-à-dire ils n'interagissent plus avec les autres particules, ce qui fait que ça fait comme un flash qui nous donne l'empreinte de ce qu'il y avait. Voilà, les zones d'ombre, les zones d'énergie manquant, un peu comme le fond diffus cosmologique, mais là, ça se fait beaucoup plus antérieurement. Donc ça nous donnerait des informations intéressantes. Le problème, c'est que technologiquement, on ne peut pas capter ce premier fond diffus cosmologique des neutrinos, donc ils n'interagissent plus avec la matière, ou quasiment pas. Et voilà, on a la preuve de ce découplage grâce à l'abondance des éléments légers qu'on aura plus tard lors de la nucléosynthèse primordiale. Éléments légers qui permettront les premières étoiles, qui permettront la création d'éléments lourds, qui permettront la vie et tout ce qu'on connaît de l'univers. Donc la brisure de symétrie continue, après la première seconde, entraînant changement de phase et processus. On rentre dans l'ère des leptons, de la première seconde à la 10e seconde. On a la majorité des hadrons et des anti-hadrons qui s'annihilent jusqu'à la fin de l'ère des hadrons, et ça laisse des leptons et des anti-leptons dominer la masse de l'univers. Alors les leptons, c'est des électrons, voilà, c'est des particules de matière, et c'est les quarks, si je ne dis pas de bêtises. Au bout de 10 secondes, la température décroît, on n'a plus de création de paires de leptons, anti-leptons qui s'annihilent, on a un excédent de leptons. C'est la baryogénèse. C'est une phase peu connue, c'est une phase où la matière reste. Jusque-là, il y avait matière-antimatière qui s'annihilait dans un rayonnement, ça donnait un photon qui revenait, qui se mettait avec un électron, un positron, je crois, qui donnait encore une paire, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc un rayonnement sans cesse des paires qui apparaissent, qui disparaissent, avec l'énergie qui apparaissent, qui disparaissent. Là, on a plus que les leptons, c'est-à-dire les électrons, donc la masse qui reste, à raison d'une particule pour 1 milliard, c'est très peu, mais c'est cet excédent qui fait tout ce qu'on connaît de l'univers en matière. Donc c'est la baryogénèse. L'énergie est de 10 puissance 3 à 10 puissance 16 gigaélectronvolts, donc c'est énorme la température. La température est de 0,5 mégaélectronvolts correspondant à l'énergie de masse des électrons, donc ce qui reste. Voilà. Donc le découplage des neutrinos se fait juste après, lorsque la température décroît. Non, en fait, se fait juste avant, excusez-moi, voilà. Bref. Baryogénèse, la matière prend le pas sur l'antimatière. On rentre dans l'ère des photons de 10 secondes à 380 000 ans. L'ère des photons, donc après l'ère des leptons, l'énergie de l'univers est dominée par les photons. C'est des rayonnements électromagnétiques. Le photon porte la force électromagnétique, comme je vous l'ai dit, est assimilable aux anges déchus. À Lucifer, Luxféro, porter la lumière, le photon porte la lumière, porte le savoir, porte etc. etc. Je ne reviens pas dessus, je l'ai dit il y a quelques minutes. Donc ces photons sont en interaction permanente avec des protons et des électrons, et finalement avec des noyaux atomiques qui commencent à se former. Alors durant cette période de 3 minutes à 20 minutes, on a ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale, c'est-à-dire que les protons et les neutrons commencent à se combiner en noyau atomique. Et on a la création d'éléments légers, des noyaux d'hydrogène, des noyaux d'hélium, des noyaux, quelques traces de noyaux de lithium. Voilà. L'univers est composé d'un plasma d'électrons et de nucléons. La température était jusque-là trop élevée pour créer ces noyaux atomiques, mais ils peuvent se créer grâce à la baisse de la température. Et donc pendant à peu près 17 minutes, toute la matière, tout ce qui existera plus tard comme matière apparaît à ce moment-là, sous forme de noyaux. L'univers est opaque, la lumière est retenue, les photons sont retenus par la matière, les anges bloqués par la matière, encore une fois des références aux gnostiques, les lumières qu'il faut récupérer, référence à la Kabbale, référence à l'Ancien et au Nouveau Testament, référence à tout un tas de textes. Donc jusqu'à 380 000 ans, à partir de l'hypothétique zéro.
La lumière est retenue et d'un coup on a le flash de lumière, c'est ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, flash de lumière qui par ces zones d'onde, c'est-à-dire là où l'énergie est moindre, alors on parle d'une différence d'un millionième de degré lorsqu'on observe le fond diffus cosmologique, indique des grumeaux qui seront la matière, qui seront les grandes structures d'un peu plus tard, c'est-à-dire nos galaxies, nos nuages stellaires, nos étoiles, nos planètes, etc. etc. Voilà. Pendant 17 minutes se forment des noyaux atomiques d'hydrogène, d'hélium, quelques traces de lithium, essentiellement que des éléments légers. On ne peut pas encore avoir d'éléments lourds. Les éléments lourds apparaîtront grâce à la nucléosynthèse stellaire, c'est-à-dire des étoiles qui, en fin de vie, explosent et balancent. C'est des usines à éléments, donc elles créent tous les éléments que nous connaissons, et notamment le carbone qui a permis la vie. Voilà, donc l'univers devient transparent, c'est ce fond... Alors là, une petite référence, hein. On a l'univers tel qu'on le connaît, on a la nuit. Et ça me rappelle le il y eut une nuit, il y eut un matin. Il y eut une nuit. Donc, à partir du moment où la lumière se découple de la matière, flash de lumière, l'univers devient ce qu'il est, obscur. Et le reste, en fait, ce flash de lumière, ce flash d'énergie deviendra un rayonnement qui baissera, qui baissera, qui baissera, et qu'on retrouvera... alors il est à 2,72 Kelvin à l'heure actuelle, moins de 3 Kelvin. Hein, donc le rayonnement est très très faible, très très bas, mais on a pu le retrouver notamment avec Penzas et Wilson en 64, ce qui leur a valu le prix Nobel, ce qui a confirmé le modèle du Big Bang. On a retrouvé ce fond diffus cosmologique qui a été observé par la suite, notamment à 3 reprises par Kobe, par WMAP et par Hubble, et ça a confirmé point par point le modèle du Big Bang et la formation de ce qu'on appelle les grandes structures et tout un tas de choses, et on continue encore aujourd'hui à étudier et analyser ce que Planck a donné a apporté comme données. Voilà. Ensuite, c'est ce qu'on appelle les âges sombres, le temps qu'on ait les premières étoiles qui apparaissent, hein, effondrement de nuages stellaires, premières étoiles de type 3, premières étoiles qui ne dureront pas, qui très vite... Alors on a des premières étoiles et des quasars qui réionisent tout le gaz de la matière, donc l'univers à nouveau, sa majeure partie en tout cas de l'univers devient plasma. On a les premières transmutations d'éléments légers en éléments lourds par les étoiles de type 3, qu'on n'a toujours pas vu. Et on a la formation d'étoiles, de galaxies, etc., etc., tout ce qu'on connaît à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà le modèle du Big Bang. Aujourd'hui, l'univers, c'est 30 milliards de trillions d'étoiles, 7 trillions de galaxies naines, 350, et on parle de l'univers visible, 350 milliards de grandes galaxies, 10 milliards de superamas, 25 milliards de groupes de galaxies, c'est énorme. C'est énorme. C'est pour ça qu'on parle de chiffres astronomiques, c'est énorme. C'est énorme. L'univers à 12,60, l'univers visible à 12,72 années-lumière de rayon, mais cet univers continue à grandir et la lumière de ce qui apparaît ne nous est pas encore parvenu. Donc à l'heure où je vous parle, il a 13,72 années-lumière de rayon. Mais si on parle en distance comobile, c'est-à-dire la réalité où il est à l'heure actuelle, il serait plutôt à 46 milliards de diamètre. 46 milliards d'années-lumière de diamètre. Et on pense que l'univers réel, à l'heure actuelle, avec l'expansion, ferait aux alentours d'une centaine de milliards d'années-lumière. Mais c'est toujours pareil, cette lumière ne nous est pas parvenue. On a la lumière de 13,72 années-lumière. Ce qui est bien avec l'univers, c'est qu'on observe son passé, c'est notre futur. Vous voyez le décalage temporel. Là encore, philosophiquement, il y a quelque chose à creuser. Dans quoi est-ce qu'il s'expanse, on ne sait pas. Un multivers, on ne sait pas, on ne sait pas. On ne sait pas au-delà de 10 puissance moins 43, on ne sait pas en deçà de ce qu'on peut observer. Voilà nos murs de ce qu'on peut observer, c'est-à-dire 380 000 ans avant son apparition. On ne peut pas voir au-delà du temps, au-delà de l'univers visible. Vous voyez, nos limites sont là. Et on verra plus tard que ce qu'on voit, de toute manière, est sujet à caution avec la relativité. Donc après, cet univers est fait d'objets curieux, mais ça, c'est pas très important. Je vous invite quand même à aller voir ce qu'est un mur de Sloan, un grand mur, voir des nuages stellaires, les trous noirs dont on parle souvent, avec ces fameux trous de verre qu'on a déduit de la relativité, mais qui n'existent probablement pas. On a mis du temps déjà à prouver que les trous noirs existaient, enfin les trous noirs stellaires, parce qu'on n'a toujours pas prouvé, on n'a toujours pas de preuve que les trous noirs galactiques existent. Donc l'univers, il est peu dense, quelques atomes par mètre cube, il est froid, moins 271 degrés, 2,73 Kelvin, c'est le rayonnement du fond diffus cosmologique. Il baigne dans un rayonnement ambiant faible, il se compose d'objets astrophysiques, donc on en a parlé, étoiles, pulsars, galaxies, ou de gaz stellaires froids.
Actuellement, ce qu'on voit, c'est simple. Vous avez le rayonnement qui... Alors, le rayonnement, c'est 96% de fond diffus cosmologique et 4% de rayonnement électromagnétique venant des étoiles et des gaz stellaires froids. Maintenant, on va parler de ce que nous voyons. Donc, l'univers est isotrope et homogène. Quelle que soit la direction à grande échelle, il est identique. Son expansion, c'est-à-dire il grandit de plus en plus vite. On l'a constaté en 98. Il y a de la création au niveau des superamas, il y a de la création d'espace qui le fait grandir à des vitesses plus grandes que celles de la lumière. Vous allez me dire, oui, mais on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. Là, ce n'est pas un signal, ce n'est pas une information, ce n'est pas de la matière, c'est de la création d'espace. Donc ça ne viole pas l'interdiction de dépasser la vitesse de la lumière. Donc voilà, donc c'est un processus qui est installé. Le souci, c'est qu'il ne résout pas certains problèmes. Voilà. Problème, alors, vous avez les problèmes de la platitude, de l'horizon, des monopoles, des grandes structures qui ont été résolus par l'inflation, qui, elle, s'est installée comme sous-modèle. Vous avez le problème de qu'est-ce qu'il y avait avant, qu'est-ce qu'il y avait après. Donc après, on parle de Big Crunch, Big Froze, Big Rip, un univers qui se déchire, qui s'étend à l'infini, qui se déchire, qui meurt, mort thermique. Un univers qui se recontracte, un univers qui se gèle. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Un rebond, l'apparition ex nihilo d'un point, comme un petit peu un écran qui s'allume. Ça, c'est des problèmes qui sont quand même d'ordre métaphysique. On ne sait pas vraiment ce qui se passe dans les trous noirs, à défaut de théorie de la gravité quantique. On ignore ça fait. Alors pareil, encore une idée reçue, on ne sait pas si l'univers est fini ou infini. Dans les modèles proposés, notamment celui de Jean-Pierre Luminet, l'univers dodécaédrique, on parle d'harmonies qui ne sont pas infinies, donc que l'univers ne serait pas infini, mais serait fini. Fini, non borné. On sortirait d'un côté, on reviendrait de l'autre, un peu comme dans un écran, toujours une référence à l'informatique. Donc on ne sait pas si l'univers est fini ou infini, s'il n'est pas dans un autre super univers, un bulk, comme dans la théorie des cordes, on ne sait pas. Encore une fois, la mauvaise science, vous voyez, ça peut mener à vous faire croire que l'univers est infini alors qu'on ne sait pas. Imaginez l'univers infini, ça introduirait aussi pareil à un problème métaphysique de reproductibilité. Forcément, il y aurait quelqu'un d'autre à l'identique de moi qui serait là, et ce à l'infini. Puisqu'à l'infini, si on combine tous les éléments qui sont finis, on finit par tout refaire à l'identique. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour les petits malins, on n'a toujours pas vu la gravité. Alors on en parlera plus avec la relativité qui imagine la gravité comme une courbure de l'espace-temps. Hein, donc elle l'imagine de manière géométrique. On n'a toujours pas vu la gravité. Alors il y a l'expérience LIGO-Virgo qui a observé deux trous noirs en rotation qui s'entrechoquaient, qui ne formaient plus qu'un. Et au moment où ils s'entrechoquaient, on a pu voir des ondes gravitationnelles qui pourraient suggérer indirectement que la gravité existe. D'ailleurs, sous quelle forme gravitons de la mécanique quantique ou courbure d'espace-temps, parce que là aussi ça se contredit. Hein. C'est ce qui gêne d'ailleurs l'élaboration d'une théorie du tout. On n'a pas vu la gravité, peut-être qu'elle n'existe pas, on ne sait pas. Il y a des théories, notamment celle de l'univers holographique, Penrose, Gerard Toft, Penrose, etc. Penrose, lui, il relie ça à l'informatique, hein, l'univers ordinateur. Lui, il va beaucoup plus loin dans la métaphysique, limite New Age, mais les autres parlent d'univers holographique, univers en deux dimensions, donc la gravité serait une propriété intrinsèque, c'est tout, serait externe, ferait partie des lois de l'univers, mais ça n'existerait pas en tant que force. Vous voyez, on n'a toujours pas vu la gravité, et pourtant on en parle comme si elle existait. On constate l'attraction. On en tient compte de la gravité, dans les calculs, bien évidemment, mais on ne sait toujours pas ce que c'est. Et on va parler de la matière noire. Alors, juste avant aussi, il y a un mystère, c'est que l'univers est immensément grand, même l'univers que nous connaissons, et il y a des quantités qui sont petites, trop petites, comme la vitesse de la lumière. Elles ne sont pas adaptées à cet univers, elles sont trop petites, elles sont minuscules, on ne comprend pas. Et vous avez certaines constantes qui sont trop grandes, et on n'arrive pas à expliquer. Vous allez voir où je vais en venir. En fait, je vais en venir à quelque chose de simple, hein. Avant, je vais vous parler de la matière noire. Alors, pareil, hein, quand vous avez un simplet avec des frisettes qui essaient de parler de la matière noire, ça m'émeut, ça me donne envie de faire une vidéo sur la matière noire. La matière noire, c'est pareil, on ne sait pas si elle existe. Dans les années 30, on s'est aperçu qu'il y avait d'autres galaxies, que la vitesse de rotation des galaxies était trop rapide pour la masse qu'il y avait,
et qu'il y avait forcément quelque chose qu'on a imaginé sous la forme d'une masse manquante. On l'a modélisé comme ça, mais on n'a toujours pas observé de masse manquante, de matière noire. Voilà. Donc, on n'en a pas trop parlé pendant 40 ans, et dans les années 70, c'est revenu sur le tapis. Dans les années 80, on a commencé à parler d'une matière noire, une matière sombre, qui n'interagirait pas avec la force électromagnétique. Donc on pourrait voir, puisque les photons n'interagiraient pas avec, on pourrait voir qui serait là, et qui constituerait 90% de la masse réelle de l'univers visible. Voilà. 26% exactement de ce qu'il y a dans l'univers visible, 4% étant la masse visible, et 70% étant l'énergie noire qui fait étant de l'univers, et qu'on n'arrive toujours pas à expliquer, d'ailleurs. Donc cette matière noire, on ne sait pas si elle existe. Il y a deux expériences qui ne sont pas révélées concluantes. L'expérience d'Edelweiss à Modane, sous terre, où on a détecté deux détections de ce qui pourrait être de la matière noire. Voilà. Je vous laisse aller voir ce qu'est cette expérience d'Edelweiss. Et vous avez une autre expérience qui consistait à mettre des radiotélescopes qui observaient la voûte de l'Est et qui devait essayer de repérer un effet Cherenkov. Alors pareil, je vous laisse aller voir ce que c'est que l'effet Cherenkov qui aurait indiqué que la matière noire serait là. Voilà. Donc la matière noire, elle est modélisée, mais on ne sait pas si elle existe. 90% de la masse totale des galaxies, elle serait partout, en fait comme un cake aux olives avec des bulles. Les bulles seraient la matière visible, mais elle serait entre nous, elle serait là, elle n'interagirait pas. Et elle serait autour des galaxies, elle maintiendrait la cohésion des galaxies, ce qui fait que les galaxies tourneraient à une certaine vitesse. Mais comme on ne voit pas cette matière, on ne voit que des petits points de matière visible. On ne comprend pas comment ils peuvent tourner à une vitesse aussi grande. Essayez, vous voyez, un disque d'une assez grande importance. Imaginez que vous ne voyez pas tout le disque, mais vous voyez juste des petits points du disque, vous les verrez aller très vite, vous ne comprendriez pas pourquoi. Au vu de leur masse, au vu de tout un tas de calculs, et en fait, vous seriez enclin à imaginer cette matière noire. Donc on ne sait pas si elle existe, mais en tout cas elle a été modélisée, et ça donne à l'univers à grande échelle, à 500 milliards d'années-lumière, ça lui donne un air de cerveau, avec des filaments lumineux de lumière visible, et une sorte de gelée qui le maintient, un peu comme les cellules gliales du cerveau. Un lien, encore une fois. Vous voyez, l'univers, on peut le lier à tout un tas de choses. Mais bon, la matière noire, peut-être qu'elle n'existe pas, peut-être qu'on a une mauvaise compréhension de la gravité, on essaye d'autres pistes, comme les WIMPs, les matières, des particules très faibles, les neutrinos, enfin certains types de neutrinos, tout un tas de... Voilà, donc finalement, on ne sait pas grand-chose. C'est très récent la matière noire. Donc, là, on peut dire qu'il y a 50 ans seulement. Si on démarre aux années 80, on a quasiment 50 ans. Voilà. Pour finir sur ce modèle du Big Bang, en tout cas cette première seconde, je vous ai expliqué que oui, il y avait des forts liens avec les religions monothéistes, avec la gnose, avec le bouddhisme, avec autres, avec ces histoires de fini infini. Hein. Je reviens dessus quand même, pour fixer un petit peu parce que c'est le but. Le but, c'est de voir ces liens, quoi. Lorsque dans les mythologies égyptiennes et autres, on parle d'eau primordiale dans lequel serait né l'univers, rayonnement, énergie, qui donne matière, qui fait naître l'univers. Lorsqu'on parle d'œuf cosmique, lorsqu'on voit la photo de Planck, du fond diffus cosmologique, c'est un œuf cosmique. Vous voyez un petit peu on a une forme d'univers. Lorsqu'on parle de Big Bounce, c'est-à-dire le Big Rebond, un univers qui se contracterait autour d'un point, qui ensuite éclaterait et qui donnerait l'univers qu'on connaît, c'est la respiration de Brahma. C'est le jour de Brahma aussi. Un point d'énergie qui éclate, Fiat Lux. L'énergie qui donne matière, c'est l'ange qui devient... D'abord on a l'un, ensuite l'un, il y a les anges qui partent du paradis. Ces anges-là, hop, on a l'air de Planck, et à partir de l'air de Planck, création de l'entropie, donc du temps, donc de la mort, création de l'espace, création du désordre. Les neutrinos seraient des anges, les électrons seraient des hommes. Les photons seraient les anges déchus, seraient les lucifères, seraient les anges de cet univers. Ils seraient là pour que cet univers fonctionne. Les quatre archanges seraient les quatre forces seraient les quatre archanges recteurs. Vous voyez, on a le Tohu-Bohu, le monde d'avant, pendant l'ère de Planck. Allez voir un peu en Kabbale ce qu'est le Tohu-Bohu. L'univers plasma, ça rappelle un écran aussi. Le monde carré, on a parlé, l'expansion qui s'accélère, la matière noire, tout est Brahma. Voilà, on parle du visage de Dieu, on parle de la particule, le boson de Higgs, on en parle comme la particule de Dieu. Le fond diffus cosmologique, on en parle donc comme le visage de Dieu. La gravité comme le doigt de Dieu. Donc les scientifiques ont tendance à nous laisser croire que Dieu serait l'univers. C'est une conception, quoi.
comme Brahma, Brahma est dans tout, et tout serait Brahma et autre chose. Ce qui n'est pas la conception des religions monothéistes, qui elles voient un administrateur qui gérerait la terre plus particulièrement, et qui ne serait pas forcément Dieu, qui serait selon les religions, les mythologies, qui elles verraient des dieux beaucoup plus proches, beaucoup plus présents que ce dieu froid qui serait l'univers, et qui rappellerait Léon gnostique, Yao, qui enfle, qui tombe, qui enfle, pour devenir l'univers. Et sa colère fait enfler l'univers, on peut assimiler ça à l'énergie, vous voyez. Et là le lien il est énorme, hein, parce qu'à cette époque-là, il n'avait pas le modèle du Big Bang, il n'avait pas ces concepts. Imaginez un néant, c'est-à-dire une sorte d'univers être, puissance intelligente, l'univers, qui vivrait à l'intérieur de lui-même, qui recréerait un univers, notre univers. Il y a des théories qui parlent d'univers, quand notre univers serait au fond d'un trou noir. Un néant, c'est un peu ça, quoi. Qui est tombé du plérop suite à l'accident. Sophia l'a engendré. Enfin, je vous laisse découvrir ça aussi, parce que c'est pas le propos aujourd'hui. Yao, qu'on appelle l'enfant qui traverse les espaces, là aussi c'est marrant de parler d'espace alors que tout est dématérialisé, avant que l'espace ne se crée avec notre univers. L'ouvrier inconscient des mondes du bas, donc il est censé accomplir quelque chose qui est prévu par en haut, et lui-même ne le sait pas. Sa colère en fait est voulue, c'est encore un processus. Vous voyez, religion, processus, nous on juge en bien et en mal, parce qu'on est dans un monde en binaire, on est dans un monde luciférien, bien mal, mais si on regarde au-dessus, la vérité, c'est qu'on est dans un processus. Donc lorsqu'on voit l'univers, on voit notre futur, mais on regarde le passé de l'univers, effectivement, on a des notions de cycle, cycloïdal, l'univers a un aspect aussi cellulaire, cerveau, calculateur aussi. Hein. Si on prend l'idée des calculateurs quantiques, l'univers c'est quoi? C'est 10 puissance 120 particules. Je poursuis là. La caméra s'est arrêtée. On a quoi d'autre? Problème de gravité, on en a parlé. La fin, des modèles intéressants comme le modèle dodécaédrique. Principe anthropique fort. Alors, c'est la fin qui me bouleverse le plus, qui devrait vous bouleverser le plus. Bon, on a vu qu'il y avait beaucoup de liens, mais vous allez me dire oui, mais bon, moi je vous dis qu'il y a beaucoup de liens, que ces gens-là, ces textes-là sont vieux, et donc qu'à l'époque il n'y avait pas tous ces concepts, donc il fallait être balèze pour les imaginer. Donc quelque part, ça sent la vérité, écrite de manière religieuse ou métaphysique ou gnostique, des bouts de vérité écrites d'une manière autre que la matière physique, c'est-à-dire la relativité. Théorie physique, théorie mathématique. Ce qui est marrant, c'est que l'univers, en fait, et là c'est une grande question, alors là on va voir un lien aussi avec la philo et Platon, en plus d'être plein, et nous voyons du vide, beaucoup de vide, puisqu'on ne voit pas la matière noire, on ne voit pas les énergies, on ne voit pas les rayonnements, alors qu'ils sont là, ils occupent le terrain, hein. Tout est énergie. Hein. Ce qui est bouleversant, c'est que cet univers, il se résume à quelques équations, quelques lois, quelques nombres, quelques constantes qui sont réglées les unes entre elles. C'est-à-dire si on touche une constante, il y en a une vingtaine. La charge de l'électron, la longueur, je crois, du noyau d'un proton. Enfin, tout un tas de constantes qui sont réglées entre elles d'une manière qu'on appelle ajustement fin. Et si vous en bouleversez une, toutes les autres bougent. Un peu comme ces molettes qui sont imbriquées. Vous en touchez une, tout bouge. Et quelques lois, quelques nombres, quelques constantes, des règles mathématiques. Alors la question c'est est-ce que les lois qui forment l'univers, ces lois sont mathématiques et existent avant l'univers, avant sa création? Ou est-ce qu'elles existent avec l'univers? Ou est-ce que c'est l'homme qui voit l'univers de manière mathématique? Et vous savez quoi, les scientifiques se posent cette question, elle est d'aspect platonicienne, parce que si les lois existent avant la création de l'univers serait peut-être la projection de Dieu, la projection de quelque chose, ou alors on en revient aussi à l'idée de Platon, voilà, des règles, des lois, des idées qui existeraient indépendamment d'un monde projeté, un monde original. Il y aura un monde original peut-être même avant, dessus, qui aurait servi d'image à ce monde-là, puisqu'on serait la photocopie, un multiple. Soit un monde des idées, soit un monde original, avec peut-être pas un portail au milieu. Une simulation, c'est quoi? C'est quoi une simulation? Donc est-ce que les lois sont antérieures à sa création ou non? Est-ce que l'univers est Dieu? Est-ce que c'est une projection de Dieu? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que Dieu est encore plus loin? Je parle de principe intelligent. Vous voyez toutes les implications? Et ça, c'est... On parle pas matière noire avec 3 frisettes sur le caillou. Voilà, on essaye de relier. Donc voilà, donc je vous ai parlé un peu du Big Bang, je vous ai expliqué un petit peu ce qu'il y avait à retenir et surtout les liens.
là, on s'est un peu rapproché de Dieu quand même. Avec beaucoup de science, on s'est rapproché quand même. On s'aperçoit que c'est juste une autre écriture de ce qu'écrivent les textes, des bouts de texte, hein, bien sûr. Parce que les textes, vous pouvez le constater, jonglent toujours entre cette idée de Dieu lointain, d'univers, et cette idée de Dieu proche, l'administrateur, que certains n'appellent pas Dieu, mais d'un autre nom. Hein. Bon, bref, et ça c'est la religion. Vous voyez pourquoi, lorsqu'on va au-delà, voilà, les gnostiques évoquent ces étages avec le plérum, hein. Le plérum qui sera une sorte de monde des idées, de grands principes, hein, une trentaine de principes, enfin selon le gnosticisme qu'on épouse. Un univers à l'image et à la ressemblance de. Après, si on imagine un monde original au-dessus même de ce qui a créé, hein, imagine une simulation, il y a un monde original. Le monde original, c'est quoi? C'est. Petite coupure, je m'excuse. Vous voyez, je disais, si on imagine un monde original, ça serait comme des avatars, en fait. Des projections, des avatars numériques, des projections. En fait, on n'existerait pas vraiment. Ce serait juste des photocopies, des images d'originaux, d'un monde original. Ce qu'on appellerait Dieu, c'est ce qui est au milieu, qui permet justement la création de ce monde, soit un logiciel, soit un ordinateur avec un logiciel, et ainsi de suite. Vous voyez, on peut... Et tout le reste, voilà, une vérité vue encore sous l'angle de l'infiniment grand, et on a quitté l'univers et on l'a observé comme un objet cette fois-ci, et non pas comme un contenant contenu. Donc ceux qui vous disent l'univers est apparu comme ça n'en savent rien, ceux qui vous disent qu'il est infini n'en savent rien, ceux qui vous disent un tas de conneries, bah, c'est des conneries. Non, non, mais c'est vrai, quoi, je veux dire, c'est... Dès qu'on en sort, on a le tournis, en fait, et puis on en sort pour revenir où? Et si on en sortait pour revenir dans l'infiniment petit, revenir boucle, un infini non borné, infini non borné, pardon, qui est une sorte d'infini, quoi, un infini à boucle, comme je les appelle. Voilà, donc avec le Big Bang, je suis obligé de vous parler de la relativité. Donc là, c'est un univers qui est aussi acteur, qui est à la fois la scène et l'acteur, la grande scène, hein, qui inclut les autres scènes, c'est-à-dire la scène à l'échelle humaine, et la scène de l'infiniment petit, des infiniment petits. Donc là, vous avez la grande scène. Ce qui est marrant, c'est que l'infiniment petit s'y retrouve, parce que les rayonnements, tout ce qui s'y fait, les dialogues se font par échange de particules infiniment petites. Et c'est à la limite, ce qui manque, c'est des choses à l'échelle humaine. Mais là, les deux infinis se retrouvent. Là encore, science retrouve religion et métaphysique. Et j'ai envie de dire, infiniment grand semble retrouver l'infiniment petit. C'est marrant à relever aussi. Vous voyez comme qu'on peut relever tout un tas de choses, parce que la liste n'est pas exhaustive. Hein. Je vous laisse creuser un petit peu ce lien, et vous verrez que vous trouverez des similitudes troublantes et des choses qui... Un rêve, un cerveau, une pensée, on peut tout envisager. Hein. Est-ce qu'il y avait avant? Est-ce qu'il y avait quelque chose avant? Forcément, forcément, forcément. Moi, c'est l'idée du fini qui me pose problème, et l'idée qu'il n'y avait rien avant. Voilà. L'idée du fini me pose un énorme problème. Moi, c'est l'infini, je le conçois naturellement, l'infini. Parce que, imaginez, on envisage un infini à boucle. Tu reviendrais dans ton infiniment petit en quittant ton infiniment grand. Mais dans quoi ça baigne tout ça? Tu irais au bout, tu tendrais la main, il n'y aurait rien. Comment ça marche? Il y a forcément encore quelque chose, un emboîtement à l'infini, en ligne droite, en cycle, en ce que tu veux. Enfin voilà, bon, je vais m'arrêter là. Hein. Je pense avoir fait le tour de la question. J'espère avoir été un petit peu clair, en tout cas, sur le Big Bang, la matière noire, la matière visible, l'univers visible, la première seconde de son apparition. Et puis bon, voilà, j'interviens moins maintenant, donc je vous laisse poser vos coms, puis si vous avez des précisions, si j'ai dit des conneries, n'hésitez pas à me rectifier. Allez, ciao tout le monde.